à quelques minutes à peine de l'aéroport de Strasbourg. Merde! Un Airbus A320 heurte violemment le sommet d'une montagne. Delta Alpha, your position? Il y a des survivants. J'ai paniqué. J'avais peur d'être brûlé vif. Mais leur vie est encore en danger. Il fait un froid sibérien, sans compter qu'ils l'ignorent, mais personne ne sait où il se trouve. They could be anywhere in there. On aurait pu s'y attendre dans la jungle ou dans la forêt tropicale, mais pas dans une région densément peuplée comme celle de Strasbourg. Avant même que les enquêteurs puissent commencer à chercher la cause de l'écrasement du vol 148 d'Air Inter, ils doivent d'abord localiser l'épave de l'avion et ses occupants. « 20 janvier 1992. Le vol 148 d'Air Inter s'est envolé de Lyon, en France. 124.905, thank you. Le commandant Christian Heyquet et le copilote Joël Chérubin sont des pilotes expérimentés. Conjointement, ils ont accumulé plus de 12 000 heures de vol. Le trajet est court entre Lyon, au centre de la France, et Strasbourg, dans la région montagneuse de l'Alsace. La compagnie aérienne française Air Inter attire majoritairement une clientèle d'affaires et se targue toujours d'être à l'heure. Have we been flying for 35 minutes yet? 41 minutes. Les pilotes sont aux commandes d'un Airbus A320, l'un des avions commerciaux les plus perfectionnés de l'industrie. Avant même de décoller, ils programment le pilote automatique pour atterrir sur une piste précise à Strasbourg. Le poste de pilotage de l'A320 est bien différent de celui des autres modèles d'avions. Au lieu d'instruments analogiques, les pilotes disposent d'affichage numérique. Strasbourg, good evening. Runway News 05. Transition level 50. Wind 040 at 18 knots. Visibility 10 kilometers. Un enregistrement de l'aéroport de Strasbourg informe l'équipage d'un changement au plan de vol. En raison de vents violents et de conditions hivernales défavorables, le vol 148 devra atterrir sur une piste de dégagement 05 in service. au lieu de celle déjà programmée dans le pilote automatique. 05. What sort of wind are they giving us? 18 knots. 18 knots. L'idée de changer de piste contrarie le commandant Heyquet. No chance. Il espérait atterrir sur la piste 23, une approche qui fournit au pilote automatique des repères précis. La nouvelle piste, la 05, est entourée de montagnes, ce qui risque de brouiller les signaux radio transmis au pilote automatique. You know, if we go with the runway 05 procedure, we... Oh no. Le commandant Heyquet propose un compromis. I'm putting back runway 23. Otherwise, I couldn't make the ILS interception. Il veut programmer le pilote automatique pour voler vers la piste 23. Mais à proximité de l'aéroport, le commandant prévoit prendre les commandes de l'appareil pour faire un atterrissage à vue sur la piste 05. You're taking 23 then? Yes! Agreed. Ladies and gentlemen, we are commencing our descent. We ask you to please return to your... Nicolas Courias est un étudiant universitaire de cycle supérieur. C'était une belle journée.
J'allais voir ma petite amie à Strasbourg. J'étais de très bonne humeur. Roger 854, proceed to GTQ air level 140, contact Reims. Delta Alpha, Strasbourg. Yes, we intend to proceed to do an ILS on runway 23, then an indirect for runway 05 after that. Le contrôleur de Strasbourg évalue la stratégie du commandant. Delta Alpha. Il le prévient qu'il y aura certainement du retard en raison d'un trafic intense. Given that we're going to have 3 takeoffs on 05, you risk waiting in a stack at 5,000 feet. We're not going to mess about like that, descending at full speed. If they had warned us in advance, cripes! Delta Alpha. Alpha, Strasbourg. I hear you. Conscient de la colère du commandant, le contrôleur lui offre son aide. If you want, I can... Take you with the radar to lead you to Andlo at 5,000. Andlo est un repère à l'approche de la piste 05. Il permet aux pilotes d'aligner leur avion pour l'atterrissage. Yeah, that's good. Oh yeah. Okay, then turn left to heading 230 degrees. 148. Turn left to heading 230 degrees. There you are. That will save you some time. Comme l'approche finale sur la piste 05 ne peut se faire avec le pilote automatique, le commandant doit calculer lui-même l'angle de descente. That makes 3.3 degrees. Donc 3,3, c'est tout à fait normal, oui, c'est un angle normal, et ça permet de rattraper doucement la bonne pente, voilà. Ladies and gentlemen, we are continuing our descent. Le vol Lyon-Strasbourg était très court. 45 ou 50 minutes, je crois. Il n'y avait rien de spécial. Tout allait bien. Thank you. Turn left, steer 90. 090 degrees, Delta Alpha. Le contrôleur guide le vol 148 dans son dernier virage avant de s'aligner sur la piste qui se trouve maintenant à 25 km. Tout à coup, le copilote chérubin remarque que l'avion dévie légèrement de sa route. We're headed inside. You're inside there. You should have started with 070. Yeah, At least that much. Le contrôleur remarque lui aussi que l'avion s'écarte de sa trajectoire. Air Inter, Delta Alpha. L'avion ne s'est pas aligné sur Andlo, le repère électronique de la piste. Delta Alpha, you're passing to the right of Andlo. Mais il autorise tout de même l'atterrissage. Authorized for final approach 05. Delta Alpha. Le commandant commence sa procédure d'atterrissage. flaps towards 2. Flaps towards 2. Flaps at 2. Gear down. Ladies and gentlemen, we are going to land in a few minutes. Le commandant Eke remarque que l'avion vole trop rapidement. Il déploie donc les aérofreins qui gênent l'écoulement de l'air sur les ailes. La résistance qui s'ensuit ralentit l'appareil. We have to watch our descent. The approach axis. Le copilote est davantage préoccupé par leur position horizontale par rapport à la piste. It was 60. Check it out. Ouais, ouais. Mais les pilotes n'ont pas le temps de rectifier le tir. Delta Alpha, your position? Air Inter, Delta Alpha, Strasbourg. L'écrasement est effroyable. L'A320 a percuté le flanc d'une montagne. Delta Alpha, your position?
Le vol 148 a disparu des radars. Les communications radio demeurent sans réponse. Les mesures d'urgence sont déclenchées à l'aéroport de Strasbourg. This is the last hit we got. We were flying about 20 kilometers away from the airport. Ils doivent d'abord localiser le lieu de l'écrasement. Mais ce n'est pas si simple. Les données du radar de l'aéroport ne sont pas enregistrées. Le radiophare de repérage d'urgence de l'avion n'a pas émis le moindre signal. Et étonnamment, personne ne semble avoir été témoin d'un écrasement d'avion. It could be anywhere in here. On délimite un secteur de recherche qui s'étend sur plus de 20 km² de forêt dense aux abords de Strasbourg. Nicolas Kourias a survécu à l'écrasement du vol 148 d'Air Inter. Il s'en tire avec de légères blessures. J'ai détaché ma ceinture de sécurité et je me suis levé. J'ai essayé de trouver ma valise dans les compartiments à bagages, mais il n'y avait plus de compartiment. C'est là que j'ai compris que l'avion s'était écrasé et que j'avais survécu. J'ai vu les flammes et j'ai paniqué. J'avais peur d'être brûlé vif. Je me suis dirigé vers la queue de l'avion, ou plutôt ce qu'il en restait. J'ai trouvé d'autres survivants. J'avais peur que l'avion explose. J'étais paniqué. Les survivants sentent une forte odeur de carburant. Ils s'éloignent de l'avion en flammes. On est restés ensemble en attendant les secours. Ils ne savent pas encore à quel point leur attente sera longue. Après l'écrasement, on s'est dit que les secours allaient arriver dans une demi-heure ou une heure tout au plus. Mais ça n'a pas été le cas. Une heure après l'écrasement, les secouristes ignorent toujours où se trouve l'épave de l'avion. Nicolas Kourias et ses compagnons d'infortune subissent une nouvelle épreuve. La température descend au-dessous de zéro dans la forêt sombre et isolée. Le vol 148 d'Air Inter a disparu des radars près de l'aéroport de Strasbourg depuis déjà 2h30 et l'avion n'a toujours pas été localisé. La tension monte. Le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, ou BEA, dépêche son enquêteur principal, Jean Pariès, à Strasbourg. J'ai immédiatement appelé mes 2 collègues et on a constitué notre équipe. On était prêt à se rendre sur les lieux de l'écrasement dès qu'on aurait localisé l'avion. L'attente est interminable. C'était étonnamment long. On aurait pu s'y attendre dans la jungle ou dans la forêt tropicale, mais pas dans une région densément peuplée comme celle de Strasbourg. Comme l'aide se fait attendre, Nicolas Kourias retourne dans les décombres de l'avion à la recherche d'autres survivants. D'après moi, si le secours était arrivé plus rapidement, certaines victimes auraient survécu. Près de 1000 personnes recherchent l'avion disparu. Mais 3 heures après l'écrasement, il reste introuvable. Frustré, Nicolas Kourias décide d'aller chercher de l'aide lui-même. Il tombe sur une équipe de télévision qui tente justement de retrouver l'avion. Mais comme l'épave n'est nulle part en vue, ils sont sceptiques. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait des survivants. Ils ne m'ont pas cru quand je leur ai dit que j'étais l'un des passagers. Pourtant, j'avais le visage complètement noirci par la fumée et le kérosène. Les journalistes le suivent jusqu'au lieu de l'écrasement, où les attendent 8 autres survivants. Les secours arrivent enfin.
L'avion s'est écrasé près du sommet du mont Saint-Odile, haut de 762 mètres, à 19 km de la piste. Ils ont mis 4h30 à nous retrouver. C'était une bavure terrible. Je n'en revenais pas. On était à 20 km de Strasbourg et ils n'avaient pas réussi à nous trouver avant ça. 87 passagers et membres d'équipage ont péri, dont le commandant et le copilote. Les survivants commencent à raconter leur version des faits, mais rien ne permet d'expliquer la cause de l'écrasement. On descendait, et puis ça partait dans tous les sens. Hein. Je sais pas, on a dû toucher les arbres. Hein. Bob McIntosh, un enquêteur américain du NTSB, arrive sur le lieu de l'écrasement. Le bureau français d'enquête, le BEA, était conscient que l'accident attirerait l'attention du monde entier, même si c'était un vol intérieur. Il a donc invité un groupe d'enquêteurs de différents pays à collaborer. Les enquêteurs veulent d'abord récupérer les 2 boîtes noires de l'avion. Les boîtes noires sont coincées dans la section de la queue qui est la proie des flammes. Tout délai supplémentaire risque de détruire de précieux indices. On était très inquiets de l'état des enregistrements. On craignait qu'ils ne soient irrécupérables. On avait besoin de ces renseignements. En France, le système judiciaire participe aux enquêtes sur les accidents aériens. Jean Pariès et son équipe ne peuvent accéder au site avant que les autorités aient sécurisé les boîtes noires. Je me rappelle avoir vu l'enregistreur de bord au milieu de la braise incandescente et je ne pouvais même pas intervenir en disant « Sortez-moi ça de là au plus vite ». Après minuit, les boîtes noires sont enfin récupérées et envoyées au laboratoire aux fins d'analyse. Les enquêteurs espèrent qu'il n'est pas trop tard. C'était un énorme brasier. Elles avaient l'air brûlées et endommagées. À la lumière du jour, les enquêteurs examinent attentivement les décombres de l'écrasement du vol 148 d'Air Inter. Ils découvrent pourquoi le radiophare de repérage d'urgence de l'avion n'a jamais émis de signal. Il a été détruit sous la force de l'impact. Le radiophare est situé dans le poste de pilotage. Il est conçu pour se déclencher à la suite d'un écrasement. Comme il est resté muet, l'hypothèse d'un impact d'une grande violence est soulevée. On se doutait que la descente avait été anormalement abrupte. Les enquêteurs examinent les moteurs pour vérifier s'ils ont calé avant l'impact. Si les pales de soufflante sont courbées et qu'on trouve beaucoup de branchages coincés dans les moteurs, on peut conclure qu'ils fonctionnaient normalement. C'est exactement ce qu'ils constatent. Les moteurs fonctionnaient encore à plein régime quand l'avion a percuté violemment la montagne sans même envoyer de signal de détresse. Les enquêteurs sont perplexes. Ils espèrent que l'enregistreur de données de vol leur permettra de résoudre le mystère. Ce type d'enregistreur était le plus résistant de tous. C'était le NEC Plus Ultra en matière de résistance. Cette boîte noire est conçue pour résister à une température de 1100 degrés Celsius pendant 30 minutes. À l'intérieur, l'enregistreur est protégé par une capsule remplie d'eau. Quand l'enregistreur chauffe, l'eau se transforme en vapeur en absorbant l'énergie et en s'évaporant par une petite ouverture dans la capsule de protection. Mais les enquêteurs font une découverte troublante en ouvrant l'enregistreur de données de vol. Le DFDR n'était plus bon à rien. Les données étaient irrécupérables. Il avait été soumis à une chaleur intense pendant plus de 30 minutes. L'enregistreur n'était pas conçu pour résister aussi longtemps à la chaleur. On était extrêmement déçus. Il reste un dernier espoir de récupérer les données de vol. Il s'agit de ce qu'on appelle un enregistreur à accès rapide, ou QAR.
Les mécaniciens se servent du QAR pour accéder aux ordinateurs de l'avion, mais le dispositif enregistre également certaines données de vol. Contrairement aux boîtes noires, le QAR se trouve près du poste de pilotage. Les enregistreurs à accès rapide ne sont pas protégés. Ils sont situés à l'avant de l'appareil, dans le compartiment électronique. En général, la force d'un impact les détruit. Les enquêteurs sont soulagés d'apprendre que cette fois, le QAR a résisté au choc. Mais un examen plus attentif du dispositif transforme leur optimisme en frustration. Les 20 derniers centimètres du ruban étaient brûlés et endommagés. Ils étaient trop endommagés pour qu'on puisse en faire la lecture. Les enquêteurs veulent retrouver ces données à tout prix. Ils décident de tenter leur chance avec une technique expérimentale qui consiste à faire passer un faisceau lumineux à travers une lentille minérale en grenat. Le grenat permet de visualiser les champs magnétiques enregistrés sur le ruban. Une lentille spéciale aide les techniciens à distinguer les champs magnétiques positifs et négatifs qui se traduisent en chiffres binaires ou bits. Il y a 768 bits par seconde. Ça fait beaucoup de 0 et de 1. Il faut déplacer soigneusement le ruban sous la lentille ou le grenat pour s'assurer de ne pas oublier un chiffre ou de ne pas lire 2 fois le même. C'est une tâche ardue. L'analyse des données demande encore plus de minutie. Ça a pris environ une journée pour lire 1 seconde d'enregistrement. La moindre seconde pouvait révéler quelque chose de crucial pour l'enquête. Les tentatives pour retrouver les données du QAR risquent de prendre plus d'1 mois. Entre-temps, les enquêteurs se concentrent sur l'enregistreur de conversation de poste de pilotage qui se trouvait juste au-dessus de l'autre boîte noire. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage a été retrouvé à quelques centimètres seulement de l'autre, mais il n'était pas dans les cendres. Sur l'enregistrement, l'inquiétude dans la voix du commandant se fait sentir dès le début du vol. Yes! Les enquêteurs savent que l'atterrissage sur la piste 05 demandait ce qu'on appelle une approche de non-précision. Ce qui veut dire que les pilotes ne reçoivent de l'information électronique que sur leur position horizontale, c'est-à-dire à gauche et à droite. Ils n'obtiennent aucun renseignement sur l'altitude. L'approche de non-précision est beaucoup moins précise. Ça ne présente pas de véritables difficultés, mais les pilotes sont moins à l'aise. 05. What sort of wind are they giving us? 18 knots. L'approche de non-précision est plus exigeante pour les pilotes. Les enquêteurs constatent que le commandant se faisait du souci au sujet de la piste 05. 48 Delta Alpha, you are number 1 for the VOR DME runway 05. Runway 05. 10 nautical. That won't work. It's a lot of distress over non-precision approach. Les enquêteurs se demandent pourquoi le commandant était aussi nerveux. Mais en vérifiant la formation des pilotes d'Air Inter, ils se rendent compte que la plupart d'entre eux n'ont pas reçu de formation approfondie sur la procédure d'approche de non-précision aux commandes du nouvel Airbus A320. Je pense qu'il aurait fallu avoir un training doublé par rapport à un avion classique. Les enquêteurs demandent à la compagnie aérienne de leur fournir les rapports détaillés du passé des pilotes en matière d'approche. Leur lecture les laisse perplexes. Le commandant Eke a atterri à Strasbourg à plusieurs reprises, mais jamais à bord d'un A320 avec une approche de non-précision. We're not going to mess around like that descending at full speed. De toute évidence, le commandant ne se sentait pas à l'aise de pratiquer une manœuvre d'atterrissage qu'il ne connaissait pas. Je crois que le pilote s'inquiétait du peu de temps dont il disposait. Have we been flying for 35 minutes yet? Et le copilote ne voulait surtout pas contrarier le commandant. At least that much.
En poursuivant leurs recherches sur la carrière du pilote, ils font une autre découverte troublante. Même si conjointement les deux pilotes avaient accumulé plus de 12 000 heures de vol, ils étaient tous deux plutôt inexpérimentés avec le nouvel Airbus A320. Le milieu de l'aviation avait sous-estimé l'ampleur des changements introduits par le nouvel Airbus A320. Le commandant avait accumulé seulement 162 heures de vol sur l'A320 et le copilote encore moins, avec seulement 61 heures. La confiance de l'équipage a joué un rôle dans cet accident. Ils ont manqué de confiance, à la fois en eux et en l'appareil. 18 knots. No chance. Ils n'avaient pas reçu la formation adéquate pour voler dans ces conditions. They had warned us in advance. Cripes! Les enquêteurs concluent que la formation des pilotes était insuffisante. Mais cette conclusion n'explique pas à elle seule l'écrasement. Merde! Les enquêteurs cherchent d'autres facteurs pouvant expliquer l'écrasement du vol 148 d'Air Inter. Ils réécoutent les conversations entre les pilotes et le contrôleur aérien. I can give you radar headings and take you to Anlo at 5,000. Yeah, that's good. Alors aussi, l'équipage ce soir-là, quand on lui a proposé un radar Vector, il était content parce que ça diminuait sa charge de travail. Turn left, steer 90. Avec l'aide du contrôleur, cet atterrissage promettait d'être fort simple. Mais quand les enquêteurs ont reconstitué la trajectoire de l'avion grâce à l'information de stations radars situées aux abords de l'aéroport, ils découvrent qu'une terrible erreur a été commise. The 090 heading started here. 090, 0 degrees, Delta Alpha. But it won't take them to Andlo. Last radar vector the controller gave was incorrect. It sent them closer to the mountain. Les enquêteurs sont également troublés à l'écoute des termes choisis par le contrôleur quand il a prévenu les pilotes à tort qu'ils se dirigeaient vers la droite. Delta Alpha, you're passing to the right of Anlo. Les pilotes croyaient se trouver à gauche de la piste et non à droite. Voilà qui a ajouté à leur confusion. Le contrôleur, en fait, il a fait un poor guidance, un mauvais guidage. Et il n'a pas utilisé la phraséologie standard. Les enquêteurs recommandent que les contrôleurs n'utilisent que des points de compas en donnant des directions, sans jamais prononcer les mots « droit » ou « gauche ». Il ne fait pas de doute que l'erreur du contrôleur a dirigé l'avion vers la montagne. Turn left, steer 90. 090, 0 degrees. Delta. Mais encore une fois, les enquêteurs sentent qu'un élément leur échappe. Ce n'est pas complètement inhabituel d'amorcer une descente dans une telle situation. Flaps towards 2. Flaps towards 2. Gear down. En reconstituant la trajectoire du vol, les enquêteurs découvrent quelque chose de plus alarmant que le problème d'orientation horizontale. Étrangement, en contournant la montagne, l'avion a effectué une descente aussi abrupte que rapide. Leur descente était environ 2,5 fois plus rapide que la normale. À cette altitude, c'était fatal. Without the steep descent, they would have cleared the mountain. Si la trajectoire verticale avait été respectée, il se serait posé sans problème. Authorized for final approach 05. En étudiant la trajectoire du vol 148, les enquêteurs constatent que la vertigineuse descente a commencé 60 secondes avant l'écrasement. Sur l'enregistrement, rien ne laisse croire que la manœuvre était intentionnelle. Comment se fait-il que les pilotes ne s'en soient pas rendus compte? Le mystère reste entier. Ce n'est pas compliqué de surveiller l'altitude. L'altimètre du poste de pilotage affiche en permanence l'altitude au pilote.
L'altimètre est un instrument d'une grande précision et d'une grande fiabilité, entre 1,5 et 3 mètres près. L'ignorer constituerait une grave erreur de la part des pilotes. Sur l'enregistrement, on entend une seule remarque concernant la perte abrupte d'altitude. We have to watch our descent. Le commandant l'a prononcé 16 secondes avant l'écrasement. Il venait tout juste de déployer les aérofreins. L'avion accélérait de façon anormale. Le commandant s'est rendu compte que la vitesse verticale de descente était problématique. Mais le copilote a changé de sujet. The approach axis. We're hitting the axis a half point off. There. It was 60. Check it out. Il a attiré l'attention du commandant sur leur position horizontale au lieu de leur descente verticale, qui constituait pourtant le vrai problème. Finalement, les deux pilotes n'ont pas su reconnaître la gravité de la situation. Je crois qu'ils voulaient sortir des nuages afin de voir la piste de leurs propres yeux. Comme ça, ils n'auraient pas eu besoin de l'approche aux instruments. It was 60. Check it out. Mais l'avion n'est jamais sorti des nuages. En aviation, il y a un vieil adage qui dit que les montagnes se cachent dans les nuages. Merde! Il devient de plus en plus évident que l'équipage ne surveillait pas assez attentivement son altitude. Mais il y a un mystère encore plus grand. Qu'est-ce qui a provoqué cette descente fatale? Après des mois d'efforts, les enquêteurs ont peut-être trouvé l'explication. Ils ont enfin récupéré les données de vol disponibles de l'enregistreur à accès rapide. On était très impatients d'en apprendre davantage. Ces données confirment que tout juste avant l'écrasement, l'avion filait vers le sol à une vitesse extrêmement élevée, 3300 pieds par minute, soit 1000 mètres par minute. Elles confirment également que l'angle de trajectoire de vol était dangereusement prononcé, beaucoup plus que les 3,3 degrés programmés par le commandant. Decimal 3 degrees. That's quite a difference. Ce n'est pas tout. Jean Pariès remarque une similitude entre deux valeurs déterminantes. La vitesse verticale de l'avion est de 1000 mètres par minute, ou 3300 pieds par minute, tandis que l'angle de trajectoire de vol visé est de 3,3 degrés. Coincidence? L'enquêteur veut vérifier une nouvelle hypothèse au sujet de l'écrasement du vol 148 d'Air Inter. Can you show me a descent of 3,300 feet per minute? Deux valeurs présentent une ressemblance frappante. Le pilote automatique offre deux modes de descente, l'angle de trajectoire de vol et la vitesse verticale. Comme ils sont affichés dans la même fenêtre, 3300 est abrégé en 33. Now, show me a flight angle of minus 3.3 degrees. Le problème sur cet avion, c'est que les deux valeurs étaient affichées dans la même fenêtre et commandées par le même bouton. 3,3 degrees. Jean Pariès soupçonne que la confusion semée par l'affichage a embrouillé le commandant Ecke. So, it wouldn't be hard to make that mistake, would it? Si on n'est pas très attentif, c'est facile de confondre les deux valeurs. Si le commandant n'a pas appuyé sur le commutateur de mode, le fait d'entrer la valeur 33 n'a donc pas initié un angle de trajectoire de vol sécuritaire de 3,3. Au contraire, il a précipité l'avion dans une descente meurtrière à une vitesse de 3300 pieds par minute. Deux mois après l'écrasement, un autre appareil d'Air Inter entreprend une descente dangereusement abrupte pour la même raison. Les pilotes se sont rendus compte du problème seulement en sortant des nuages. Eux aussi ont confondu l'angle de trajectoire de vol et la vitesse verticale. Ils ont eu de la chance. Le plafond nuageux était beaucoup plus haut, ce qui leur a permis de corriger leur erreur à temps. Des recherches approfondies révèlent que ce problème s'étend à tous les A320. De nombreux pilotes ont confondu ces deux modes, surtout pendant leur formation. Mais plusieurs sont tombés dans le piège malgré leur expérience.
Impatient de vérifier son hypothèse, Jean Pariès programme un simulateur avec les données connues du vol 148. Ensuite, il entre la vitesse verticale de descente qu'il estime avoir été choisie par les pilotes d'Air Inter. Si l'enquêteur dit vrai, la simulation se terminera par la collision de l'avion avec la montagne. Ce n'est pas le cas. We're missing something. Étrangement, cette confusion n'a pas provoqué l'écrasement. À chacune de nos tentatives, l'avion a survolé l'obstacle sans même s'en approcher. Have we factored in the wind? Il a fallu envisager d'autres hypothèses. Let's try again, but initiate the turn sooner. Mais aucune n'était vraiment plausible. Malgré tous ses efforts, Jean Pariès n'arrive pas à reproduire l'écrasement. Incapable de l'expliquer, il demande la collaboration du fabricant de l'appareil. Après des recherches approfondies, un concepteur d'Airbus fournit une explication intéressante à Jean Pariès au sujet d'une particularité méconnue du pilote automatique. En situation d'urgence, si l'A320 doit changer rapidement de cap, le pilote automatique est programmé pour modifier la direction de l'appareil 2 fois plus vite que la normale. Le pilote automatique réagit beaucoup plus rapidement dans certains cas. Généralement, ça survient quand un avion descend et qu'on demande au pilote automatique de reprendre de l'altitude ou l'inverse. On a immédiatement vérifié les données au moment précis où les pilotes ont donné la commande de descendre. Gear down. Jean Pariès relève une tragique coïncidence. Malheureusement, à cette seconde précise, il y a eu de la turbulence. There was an ascent. It's very slight, but there it is. La turbulence passagère a fait prendre un peu d'altitude à l'avion. C'est ce qui a provoqué une vitesse verticale de montée de 180 mètres par minute pendant une fraction de seconde. Malheureusement, c'est pendant cette fraction de seconde que les pilotes ont amorcé leur descente. Le pilote automatique l'a interprété comme une situation d'urgence nécessitant un changement de direction rapide. That could be it. Les enquêteurs envisagent une terrible possibilité. Est-ce qu'une rafale de vent fortuite survenue à la mauvaise seconde pourrait avoir eu des conséquences aussi tragiques? Here it comes. Et on s'est écrasé. La théorie de Jean Pariès explique tous les aspects de l'écrasement. La confusion de l'équipage devant l'affichage du pilote automatique 3.3 degrees a fait descendre l'avion dangereusement près de la montagne. La turbulence ainsi qu'un dispositif de sécurité peu connu l'en ont rapproché encore davantage. La combinaison de ces facteurs a été fatale. C'est une leçon fascinante sur le rôle que peut jouer le hasard dans les accidents. Une fraction de seconde de plus ou de moins, et il n'y aurait pas eu d'écrasement. La découverte d'un écran d'affichage semant la confusion a d'énormes répercussions dans l'ensemble de l'industrie. C'était le cas d'avions comme le DC-10, le MD-11, la gamme des 740, tous les appareils de Boeing. La menace planait sur tous les avions munis de cette technologie électronique. Les enquêteurs se retrouvent devant un grave problème de sécurité aérienne qui s'étend à l'échelle de la planète. Si la conception de l'interface de ce pilote automatique n'est pas revue au plus vite, le bilan des victimes risque de s'alourdir aux 4 coins du monde. Les preuves s'accumulent quant au rôle qu'a joué l'interface du pilote automatique de l'Airbus A320 dans l'écrasement. C'est ce qui a conduit les pilotes d'Air Inter à régler accidentellement une vitesse de descente fatale. 3.3 degrees. On a prévenu l'industrie pour qu'elle se mette tout de suite au boulot. Airbus, le fabricant de l'A320, réagit sans attendre. La principale modification, qui a été effectuée très rapidement, consistait à changer la fenêtre d'affichage. Avec le nouveau design, si un pilote programme une vitesse verticale de 3300 pieds, les 4 chiffres seront affichés au complet.
Il n'y a plus de confusion possible entre un angle et une vitesse verticale. Par contre, un mystère demeure entier aux yeux des enquêteurs. Tous les Airbus A320 sont munis d'un système de sécurité appelé dispositif avertisseur de proximité du sol, ou GPWS. C'est un radar à détection plongeante qui détecte directement sous l'avion à quelle hauteur du sol il se trouve. Si l'avion est trop bas, le dispositif lance un avertissement. Mais le commandant Eke n'a jamais entendu cet avertissement pour la simple et bonne raison que son A320 n'était pas muni de ce dispositif. On s'est tout de suite demandé pourquoi cet avion n'était pas équipé du dispositif. So it's not part of the minimum equipment list. La direction d'Air Inter avait décidé qu'elle n'aimait pas les fausses alertes que lançait le GPWS. Normalement, les avions, et c'est le cas aujourd'hui, volent en 250 nœuds en dessous de 10 000 pieds. Et nous, on continuait à voler à 340 nœuds jusqu'en approche finale. Jusqu'en approche finale, quoi, pratiquement. Donc, un GPWS ne pouvait pas fonctionner dans ces conditions parce qu'il générait des fausses alarmes. Cette décision, même si elle est parfaitement légitime, a empêché les pilotes de bénéficier d'une dernière chance de renverser la vapeur avant de percuter la montagne. C'est pas possible d'imaginer un instant que les pilotes n'auraient pas remis les gaz. C'est pas possible. Il faut absolument que tous les avions commerciaux soient munis d'un GPWS. C'est devenu une évidence. The report will list these causes. Flight deck aeronomics, Les enquêteurs concluent que l'écrasement du vol 148 n'a pas de cause unique. pilot training, lack of GPWS, pilot La tragédie est le résultat d'une malheureuse combinaison de différents points faibles de l'industrie aéronautique. On a fait environ 35 recommandations, notamment au sujet de la formation des pilotes et de l'importance du dispositif avertisseur de proximité du sol. Ces recommandations ont porté fruit. Désormais, les pilotes doivent être mieux formés sur l'A320 avant d'en prendre les commandes. De pilote, je crois qu'il y a c'est 300 heures, il me semble, sur l'avion. Et donc, ils ont estimé que 300 heures, c'était suffisant. Chatelain, quand il parlait de 800, il parlait d'un niveau d'expertise. Un autre changement concerne les boîtes noires qui sont maintenant plus résistantes à la chaleur. La FAA a fait des études en reproduisant les caractéristiques thermiques des incendies après impact. On a obtenu une résistance de 10 heures à une température de 260 degrés Celsius. Delta Alpha, your position? Air Inter, Delta Alpha, Strasbourg. À la suite de l'écrasement de Strasbourg, l'A320 est un avion plus sécuritaire. Les changements découlent toujours de ce que les gens perçoivent comme étant une bonne raison. Et malheureusement, un accident est toujours une bonne raison. Mais les avancées technologiques en aéronautique ne remplaceront jamais la formation et l'expérience des pilotes. En aviation, on apprend très tôt qu'il ne faut jamais piloter un avion vers un endroit que notre cerveau n'a pas déjà visité au moins 5 minutes auparavant. Dans ce cas-ci, l'équipage n'a pas suivi cette règle.
Miami Beach, en Floride. Le soleil, la plage et la mer turquoise. Mais quand un touriste braque sa caméra vers le ciel, c'est une scène d'horreur qui se déroule sous ses yeux. Un avion s'abîme en mer. We have a code 4. Repeat, code 4. A plane down in the water. J'ai tout de suite compris que c'était un avion de la compagnie Chalks qui s'écrasait. Il s'agit du vol 101 de Chalks Ocean Airways, qui était en route pour les Bahamas. Était-ce une collision avec un objet, un incendie ou même un acte criminel? Let's notify the FBI. La précieuse vidéo pourrait bien fournir l'explication. Can you enhance that for me? Une compagnie aérienne réputée pour sa sécurité a commis une erreur fatale. Mais les enquêteurs mettront des centaines d'heures à la déceler. Bingo. Le port de Miami, 19 décembre 2005. De gigantesques cargos et navires de croisière font toujours partie du décor. Mais un autre appareil, beaucoup plus petit celui-là, fréquente assidûment le port. Les hydravions de Chalks Ocean Airways décollent et atterrissent sur cette voie navigable achalandée. Aujourd'hui, le vol 101 de Fort Lauderdale fait une brève escale à Miami avant de poursuivre sa route à destination des Bahamas. Feather propellers? Check. Shut down engine number 1. Shutting down engine number 1. La compagnie dessert 2 destinations aux Bahamas. Bimini, où le vol 101 doit se poser cet après-midi, et Paradise Island. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We're just making a short stopover here in Miami to pick up a couple passengers. We apologize for the delay. We'll be on our way again soon. Welcome aboard. I see your boarding passes. Certainly. Sergio Danguilcourt est cadre supérieur chez Bacardi. En fait, il est l'arrière-arrière-petit-fils du fondateur de la compagnie. La famille est bien connue au sein de la communauté cubaine de Miami pour son opposition au régime de Castro. Il se rend aux Bahamas en compagnie de sa femme pour acheter un yacht. Passengers settled in? We're all set. Good afternoon, folks. We'd like to welcome you aboard Chalks Ocean Airways Flight 101 to Bimini. Our travel time to Bimini will be 25 minutes. Hope you enjoy the flight. Let's have the startup checklist, please. Roger. Michelle Marks est aux commandes du vol 101. Elle a été promue commandante de bord plus tôt cette année. Le copilote Paul DeSanctis travaille pour la compagnie depuis 8 mois. Starter on. Starter on. C'est son premier vol avec la commandante Marks. All clear to taxi? All clear. Le Grumman Mallard est un biturbopropulseur. Il a une coque en V et des flotteurs sous les ailes. Il peut transporter jusqu'à 17 passagers. Avec son train d'atterrissage escamotable, l'appareil peut se déplacer aussi bien sur la terre ferme que sur l'eau. Here coming up. Le décollage d'un Mallard est très agréable ou très exigeant, selon les conditions météo. Weight and balance check. We're good. Il n'y a pas de tour de contrôle à l'hydrobase de Miami. L'équipage doit surveiller lui-même le trafic maritime en circulant dans l'un des ports les plus achalandés du monde. Décoller du chenal maritime de Miami équivaut à essayer de décoller durant l'heure de pointe sur les routes. Il y a des bateaux, des vagues, du vent et des avions. Personne ne va à la même vitesse et il faut réussir à naviguer et à s'envoler dans la cohue. Ce n'est pas de tout repos.
Le vol 101 va s'envoler de X-44, une hydrobase située près d'un canal qu'on appelle Government Cut. Prepare for takeoff. Roger. Ready to take off. Les deux pilotes mettent leurs mains sur la manette des gaz. La manœuvre vise à empêcher le commandant de tirer la manette vers l'arrière par inadvertance si l'avion frappe une vague. 45 knots. 50 knots. Voici le moment favori de la plupart des passagers, le décollage. Moitié hors-bord, moitié avion, la sensation est grisante. 75 knots. 80 knots. Pour les pilotes, l'accélération à travers les vagues est souvent l'étape la plus difficile du vol. Cet avion est difficile à piloter au moment où il passe sur le redent, avant de quitter la surface de l'eau pour s'envoler. Sur une mer agitée avec de grosses vagues, c'est un défi de taille. Mais le décollage se passe en douceur. Le vol 101 n'a plus rien d'un bateau. Il s'agit bel et bien d'un avion en route pour Bimini. Il est 14h38. Il survole South Beach, le paradis des vacanciers et des surfeurs. Après moins d'une minute de vol, le Grumman Mallard a atteint une altitude de 150 mètres, bien au-dessous des nuages. Quand tout à coup... l'avion effectue un virage brusque avant de plonger vers la mer. Les pilotes ont à peine le temps de se rendre compte de ce qui se passe. Leurs efforts sont vains. Par hasard, un touriste new-yorkais filme les derniers moments du vol 101 avec sa caméra. 60 secondes après le décollage, l'avion s'abîme en mer. Lucas Bocanegra est sauveteur sur la plage de South Beach près du couloir de navigation de Chalk's Ocean Airways. J'ai tout de suite compris que c'était un avion de la compagnie Chalk's qui s'écrasait. We have a code 4. Repeat, code 4. A plane down in the water. This is Lucas. We're launching the jet ski. Les deux sauveteurs sont les premiers à tenter de porter secours aux occupants de l'avion. On s'est précipité vers le lieu de l'écrasement. Les idées se bousculaient dans ma tête. J'étais nerveux et effrayé. Et l'adrénaline montait. Je voulais sauver le plus de gens possible, mais d'un autre côté, je n'avais pas reçu de formation pour ce genre de situation. En arrivant dans le canal Government Cut en motomarine, on a constaté que c'était très calme, très paisible, contrairement à l'océan qui était très agité. Il n'y avait pas de vagues dans le canal, ça donnait la chair de poule. Peu à peu, des débris ont commencé à remonter à la surface. On a vu des sièges, des bagages, et tout à coup, on a aperçu un corps dans l'eau. On a installé le corps sur la motomarine, et en voyant ses blessures, on a compris qu'il n'y avait plus rien à faire. À partir de ce moment-là, on a essayé de retrouver le plus de corps possible pour les ramener à leur famille. Les journalistes envahissent la plage.
Chalks Flight 101 plummeted into the channel in full view of tourists lining Miami Beach. Even a fraction of a second, the whole plane was engulfed in flames. Black smoke and then an explosion. Pure fire in the sky. It was so surreal, we couldn't believe that we actually witnessed that. Chopper 4 over the wreckage as Miami Beach Coast Guard look for any survivors. Mais toute tentative de sauvetage est vaine. We retrieved some of the bodies, but we were unable to find anyone that had survived. Les 20 occupants de l'avion ont perdu la vie, dont les pilotes Paul DeSantis et Michelle Marks. La population de Bimini est ébranlée par la terrible nouvelle. C'était très triste. J'ai perdu des amis dans l'écrasement. On ne s'attend jamais à ce qu'un accident comme celui-là se produise. Je l'ai vu à la télévision. C'était très, très triste. Quelques heures plus tard, les enquêteurs arrivent sur le lieu de l'écrasement, où 19 corps ont été repêchés. Un seul manque toujours à l'appel. Je connaissais très bien la compagnie Chalks Airways. Je suis pilote d'hydravion moi-même et il ne faut pas oublier la réputation de Chalks Airways, qui était la plus vieille compagnie d'hydravion encore en service à l'époque. L'histoire de Chalks est intéressante. La compagnie aérienne a été fondée en 1917, à l'époque de la Prohibition. De notoires contrebandiers d'alcool figuraient sur la liste des passagers, tout comme le feront les vedettes d'Hollywood des années plus tard. Les avions de Chalks ont même surveillé les sous-marins allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. La richesse de son passé avec ses célèbres passagers donnait envie de voler avec Chalks. C'était stimulant d'y travailler. L'hydravion à coque Grumman Mallard, qui s'est écrasé, avait été construit en 1947. Chalks Ocean Airways est la seule compagnie qui transporte des passagers dans le Mallard. Les équipes de sauvetage retrouvent la boîte noire de l'avion. Les enquêteurs l'envoient au NTSB à Washington. Elle promet de révéler de précieux renseignements quant aux faits et gestes des pilotes dans les secondes précédant la tragédie survenue en plein ciel. Dans toute enquête, on espère ardemment retrouver les enregistreurs de données de vol et de conversations de poste de pilotage. Plus on a de données, mieux c'est. On y apprend toujours quelque chose. Mais Bill English est conscient qu'il n'obtiendra pas toutes les données souhaitées. OK, thanks. Le seul enregistreur à bord du Mallard est un enregistreur de conversation de poste de pilotage, ou CVR. La plupart des avions disposent de 2 enregistreurs de bord. Le premier est un enregistreur de données de vol qui recueille différents paramètres selon le modèle de l'avion, comme l'altitude, la vitesse aérodynamique, les positions de commande, etc. Il n'y avait pas d'enregistreur de données de vol à bord de l'avion de Chalks, mais il y avait un enregistreur de conversation de poste de pilotage. L'absence de ces données de vol cause une vive déception chez les enquêteurs, mais contre toute attente, la couverture des médias leur procure un élément de preuve inestimable. Authorities revealed that the final seconds of Flight 101 were captured on amateur video. The dramatic footage was shot by a tourist on South Beach. Let's get a copy of that video. Okay, let's see it. On n'y voit que les dernières secondes de l'écrasement, mais elle confirme les récits des témoins. Une aile s'est détachée de l'avion en plein ciel. Can you enhance that for me? La vidéo montrait l'aile juste après qu'elle se soit détachée. On voyait la partie principale du fuselage plongée dans l'autre direction, et ensuite les flammes et la fumée. C'était très surprenant comme accident. C'était une journée magnifique. La mer était calme au décollage. Et tout à coup, l'aile s'est détachée de l'avion. Quelle horreur! Malheureusement, la vidéo n'explique pas la cause de la rupture de l'aile.
La réponse à cette question se trouve peut-être sur le lieu de l'écrasement, où les équipes de sauvetage s'affairent à repêcher les débris du vol 101. L'aile droite du vol 101 de Chalks Ocean Airways est repêchée non loin du reste de l'avion. Elle est pratiquement intacte. De nos jours, il est extrêmement rare qu'une aile se détache d'un avion. Depuis 20 ou 30 ans, les accidents du genre se comptent sur les doigts de la main. À Washington, un autre examen est en cours. Au laboratoire du NTSB, les techniciens analysent les bandes audio de l'enregistreur de conversation de poste de pilotage du Mallard. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage, ou CVR, enregistre les propos échangés par les pilotes entre eux et avec la tour de contrôle. Mais les enregistrements sont inaudibles. Les techniciens ne parviennent pas à extraire d'informations utiles. Comme un bon vieux magnétophone, la tête d'effacement n'avait pas effacé les vieux enregistrements. Chacun des vols était enregistré par-dessus le précédent. Et on n'entendait que des grésillements. Il n'y avait rien à en tirer. Voilà un autre revers. Les enquêteurs ont de moins en moins d'outils à leur disposition. Bill English avance l'hypothèse voulant que des turbulences d'une rare violence aient provoqué le détachement de l'aile de l'avion. Mais ça ne concorde pas avec les conditions météorologiques qui prévalaient le jour de la tragédie. Aucune tempête ne pouvait avoir causé d'aussi fortes turbulences. De toute évidence, il faut chercher une autre cause à l'écrasement de l'avion. Une autre possibilité est envisagée. Le Mallard aurait-il heurté quelque chose dans l'eau avant de prendre son envol? Les hydravions ne décollent pas d'une piste ordinaire. Ils circulent d'abord dans l'eau, où des morceaux de bois ou d'autres débris peuvent causer des dommages structurels à l'appareil. Mais avant de vérifier cette hypothèse, les enquêteurs se penchent sur un autre indice troublant. Il s'agit d'une mise en garde urgente émise par l'autorité fédérale responsable de l'aviation civile, ou la FAA. En raison d'une pièce défectueuse, les hélices du Mallard peuvent se détacher en plein vol. You're kidding me. Si des pales se détachent ou que l'on perd une partie de l'hélice, ça risque de causer un gros effort structural sur l'avion. Bill English a enfin une piste sérieuse, mais son équipe n'a toujours pas les preuves nécessaires pour étayer ses allégations. The entire island is devastated by the loss of life as investigators searching for answers wait for more wreckage to be pulled from the sea. Au poste de commandement du NTSB à Miami, on tente d'identifier les différents fragments de l'appareil et les autres débris de l'écrasement. Les hélices sont soumises à un examen minutieux dans l'espoir de confirmer les soupçons soulevés par la mise en garde de la FAA. Mais une fois de plus, c'est l'impasse. On a conclu que toutes les pales étaient solidement fixées et que la courbure qu'elles présentaient correspondait à celle attendue quand les pales entrent en contact avec l'eau. Encore une fois, les enquêteurs sont de retour à la case départ. Les enquêteurs se concentrent maintenant sur la fameuse aile. Ils ont remarqué qu'elle était maculée de suie à certains endroits. Voilà la preuve qu'un feu s'est propagé rapidement. Il fallait trouver le facteur responsable de la rupture de l'aile. Était-ce une collision avec un objet, un incendie ou même un acte criminel? Les traces de brûlure soulèvent une terrible hypothèse, celle d'une explosion causée par une bombe. Le NTSB n'a pas l'expertise et l'autorité requise pour mener ce type d'enquête. Let's notify the FBI.
Le FBI collabore à plusieurs de nos enquêtes. Leurs experts nous aident à confirmer ou infirmer le terrorisme ou l'acte criminel comme cause d'un écrasement. S'il s'agit bien d'une bombe, la cible était certainement l'un des 18 passagers. Thanks for coming in. We're going to need your help on this. So I got a list here. Un nom ressort sur la liste des passagers, Sergio d'Anguilcourt. Welcome aboard. Can I see your boarding passes? Certainly. Des rumeurs circulent sur Internet. L'écrasement résulterait d'un complot pour le meurtre de d'Anguilcourt. Sa famille a fait fortune à Cuba avant l'arrivée de Castro au pouvoir. Fervent opposant au régime castriste, les d'Anguilcourt auraient participé à des conspirations pour renverser le gouvernement communiste. This is your copy? All right. Now, there's something I want to show you. We can't tell if it's just soot or it's explosive residue. Une bombe laisse des traces chimiques et des marques distinctives sur la tôle froissée. Les experts du FBI sont formés pour les détecter. Les échantillons recueillis seront testés au laboratoire du FBI à Quantico, en Virginie. Quatre jours après la tragédie, les équipes de sauvetage repêchent encore des fragments de l'aile sur le lieu de l'écrasement. So we need everything that looks like it come from the right wing. Can we get some light over here? Overstress. La plupart des dommages constatés découlent de fractures de surcharge, à des endroits où le métal a littéralement été déchiré quand l'aile s'est détachée. Clear. That's the same. Quand le métal subit soudainement une tension jusqu'au point de se rompre, la cassure laisse un rebord rugueux. Il est facile de la distinguer d'une fissure qui se développe peu à peu au fil du temps. Cut this from here to here and get it to Clinton, Washington. On a examiné le longeron d'aile droite et d'autres composantes sur place, dont les locaux de la garde côtière et à l'hydrobase. Mais ce n'était qu'un examen visuel. On ne disposait pas des instruments sophistiqués de nos laboratoires. Ils identifient les pièces à envoyer au laboratoire de Washington, où ils espèrent qu'un examen plus poussé permettra de comprendre ce qui a provoqué la rupture de l'aile. Hey, Clint. Clint, we're sending you as much of the wing as we have your way. Yeah, okay. De son côté, le FBI a terminé ses analyses concernant les explosifs. Oh, yeah? Un attentat à la bombe visant un passager pourrait tout expliquer. Mais les débris ne portent pas la moindre trace de résidus d'explosifs. Okay, so that rules that out. L'hypothèse la plus plausible pour expliquer l'écrasement du vol 101 de Chalks Ocean Airways est désormais la défaillance structurale. Well, that's all that's left. That's tomorrow. C'était devenu évident que l'avion avait subi une défaillance structurale catastrophique. Il fallait maintenant trouver la cause initiale. L'enquêteur veut en apprendre davantage sur la longue histoire de ce Grumman Mallard. Dans n'importe quelle enquête sur un écrasement d'avion, on examine le carnet de maintenance, à plus forte raison quand l'appareil a 60 ans. Il faudra des jours pour revoir le contenu des 28 boîtes de dossiers. On voulait s'assurer de connaître toute l'histoire de cet avion. Y avait-il eu des problèmes récurrents dans la maintenance de l'appareil? Quels travaux avaient été effectués sur des pièces possiblement impliquées dans l'accident?
Clint Cruikshanks est un enquêteur spécialisé en structure au NTSB. Au début d'une enquête, on essaie de garder l'esprit ouvert, en laissant l'épave et les débris nous raconter eux-mêmes ce qui s'est passé. On tenait à examiner l'ensemble des pièces de l'aile droite pour tenter de déterminer si la défaillance était liée à l'usure du temps ou si elle avait plutôt été causée par une surcharge de structure. Comme sur la plupart des avions, les ailes du Mallard sont en alliage d'aluminium. Des longerons forment l'ossature de chacune des ailes sur toute la longueur. Entre les longerons se trouvent des lisses qui fournissent un support supplémentaire. Ensemble, ces pièces forment ce qu'on appelle le caisson de voilure, qui sert également de réservoir de carburant. Et par-dessus toute cette structure se trouve le revêtement, qui donne un profil aérodynamique bien lisse aux ailes. L'ensemble de ces composantes permet aux ailes de supporter la charge de vol. Il s'agit qu'une seule de ces pièces présente problème pour que la capacité de supporter la charge normale de vol s'en trouve compromise. Au fil des ans, le caisson de voilure a été réparé à plusieurs reprises par les mécaniciens de Chalks, notamment les zones endommagées par la corrosion. Ce n'est pas inhabituel pour un vieil avion, surtout un hydravion. Comme leurs pistes se trouvent sur l'eau, leurs charges au décollage et à l'atterrissage sont différentes de celles d'un avion ordinaire, sans oublier l'effet corrosif de l'eau sur les hydravions. Mais en examinant les autres avions de la flotte de la compagnie, les enquêteurs sont surpris de constater que les Mallards sont dans un état lamentable. Corrosion repairs. Corrosion. 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 Corrosion repairs. Lots of them. De gros problèmes de maintenance touchaient non seulement l'avion accidenté, mais la corrosion avait envahi tous les appareils. On a trouvé des preuves de négligence dans l'entretien de l'ensemble de la flotte. Une section de l'aile droite inférieure attire l'attention de Clint Cruikshanks. Il constate la présence d'une plaque de métal qu'on appelle un renfort sur le revêtement de l'aile. Un renfort est une simple feuille de métal qui recouvre le revêtement et permet une meilleure répartition de la charge. C'est un deuxième revêtement qui répare une fissure, exactement comme quand on rapièce un jean. This is a big repair job. You sure we don't have anything on this? C'est une découverte surprenante. Le renfort se trouve précisément à l'endroit où s'est détachée l'aile de l'avion. En examinant de plus près cette section de l'aile, Clint Cruikshanks remarque que les rebords sont lisses et lustrés. Ça ne concorde absolument pas avec les rebords rugueux des autres débris. We gotta see what's under this. Cette fissure n'est pas le résultat d'une surcharge. L'expert soupçonne plutôt qu'elle s'est formée graduellement en raison d'une fatigue du métal. La fatigue du métal se produit quand n'importe quel morceau de métal, que ce soit un longeron d'aile ou autre, est soumise à des phases de compression et de décompression de façon répétitive. Par exemple, quand on plie et déplie un trombone plusieurs fois, il finit par se casser. La fatigue du métal sur les ailes d'un avion survient au fil du temps avec l'accumulation des années de vol. Dans ce cas-ci, chaque fois que l'hydravion s'envolait, l'aile subissait une contrainte, celle de la portance qui permet à un avion de décoller. Et chaque fois qu'il atterrissait, la charge sur la structure de l'aile était allégée. Ça revient encore à l'exemple du trombone qu'on plie et qu'on déplie. Clint Cruikshanks est impatient de voir ce qui se cache sous la plaque de renfort. Okay, let's see what this doubler's hiding. On y trouve une fatigue du métal encore plus importante. De profondes fissures traversent l'aile. L'étendue des dommages est stupéfiante. Une fissure de 40 cm. Man, oh man. En poussant plus loin son examen, Clint Cruikshanks fait une autre découverte troublante.
3 machined holes in the skin forward of the leading edge. All 3 appear to be stop drill holes. Ces trous indiquent que les mécaniciens de Chalks ont tenté d'empêcher les fissures de s'étendre davantage. Des années auparavant, un mécanicien avait remarqué une fissure sur la surface intérieure de l'aile. Il l'a réparée en perçant un trou à l'extrémité de la fissure. Voilà ce qu'on appelle un trou d'arrêt. L'extrémité d'une fissure est pointue. On peut voir à l'œil nu qu'elle se termine en pointe. La fissure a donc tendance à vouloir s'étendre. En perçant un trou à l'extrémité de la fissure, on disperse le stress dans le but d'arrêter la progression de la détérioration. Mais les trous d'arrêt n'ont pas eu l'effet escompté. Ils ont tenté à 3 reprises de réparer ce revêtement par perçage d'arrêt. Les mécaniciens percent davantage de trous, mais la fissure ne cesse de s'étendre. Après l'échec de la 3e tentative, ils ont plutôt essayé de réparer l'aile en fixant des renforts sur les revêtements intérieurs et extérieurs. Mais les renforts n'ont pas eu plus de succès. La fissure sur le revêtement de l'avion a continué de se propager. Les enquêteurs savent maintenant que l'aile droite était déjà endommagée bien avant le jour de l'écrasement. Mais ils ne comprennent toujours pas pourquoi la fissure n'a pas été bien réparée. Les enquêteurs du NTSB découvrent que l'hydravion qui s'est écrasé à Miami Beach présentait des problèmes dont la gravité dépassait largement les fissures sur son revêtement. L'appareil de Chalks avait depuis longtemps un problème récurrent de fuite de carburant, depuis plusieurs années en fait. Selon le carnet de maintenance, des fuites de carburant sur l'aile droite avaient été réparées à maintes reprises, mais le problème revenait sans cesse. Les équipages ont commencé à déceler des fuites de carburant à répétition lors d'opérations courantes. On a prévenu la direction parce que ça nous inquiétait. 2 jours avant la tragédie, le problème s'est reproduit. En faisant l'entretien périodique du Mallard, un mécanicien a remarqué que du carburant s'écoulait de l'aile droite. Ils tentaient toujours de régler le problème en refermant hermétiquement les réservoirs à carburant, mais la fuite revenait de façon récurrente. La procédure pour colmater une fuite consiste à appliquer un enduit d'étanchéité à l'intérieur du réservoir vide. L'enduit prend 1 journée à sécher. L'avion peut ensuite être ravitaillé en carburant et reprendre du service. Ces fuites auraient dû éveiller les soupçons. La fissure sur le revêtement de l'aile n'était que la pointe de l'iceberg. La structure interne de l'aile présentait un problème beaucoup plus dangereux. Les fuites de carburant sur cet avion en particulier révélaient l'existence d'un problème dans la structure de l'aile. En fait, en 1963, le fabricant Grumman a diffusé un bulletin de service pour prévenir les mécaniciens que les fuites de carburant récurrentes étaient signe d'un problème de structure de l'avion. Okay, let's see what we got here. Clint Cruikshanks examine les pièces du réservoir de carburant de l'aile droite. Some kind of sealant. Il se demande pourquoi les fuites de carburant ont persisté malgré les efforts répétés pour les réparer. Okay. Hand me that scraper, please. Thank you. Sa réponse se trouve dissimulée sous les multiples couches de scellant. Bingo. Il trouve des fissures sur une potence essentielle qu'on appelle une lisse à profil en Z. C'est la pièce à laquelle le revêtement est directement rattaché. All right, will you finish cleaning this off and then get some pictures, okay? Thank you. Cruikshanks détient la preuve que les mécaniciens de Chalks ont tenté de réparer la lisse en question. J'ai constaté qu'ils avaient poncé la lisse pour réparer une fissure de fatigue. Par contre, ils n'ont jamais vérifié si leur réparation avait tenu le coup. Ils ont simplement appliqué un scellant chimique sur la section pour empêcher de nouvelles fuites de carburant. Mais ce faisant,
ils ont consolidé le problème. Les mécaniciens de Chalks ont fait des efforts répétés pour réparer l'avion, notamment en perçant des trous d'arrêt pour freiner les fissures du revêtement et en ajoutant des renforts par-dessus les fissures. Mais ils n'ont jamais réglé la source du problème, la lisse à profil en Z fissurée. Mais la raison pour laquelle ils n'ont pas pu le faire, c'est que la lisse était recouverte de scellants. La lisse défectueuse a affaibli l'aile en entier. Le revêtement de l'avion absorbait les tensions à chacun des décollages et à chacun des atterrissages. Avec le temps, le revêtement a commencé à se fissurer lui aussi. Le dénouement tragique était inévitable. La fissure de fatigue a atteint un seuil critique et l'aile s'est finalement détachée de l'avion. Les enquêteurs concluent qu'une fissure dissimulée dans une composante essentielle de l'aile droite a causé le terrible écrasement du vol 101. Comme Chalks n'a pas su détecter un problème aussi fondamental, les enquêteurs se voient contraints de fouiller la longue histoire de la compagnie aérienne. Chalks Ocean Airways s'était forgé la réputation d'être l'une des compagnies les plus sécuritaires du monde. Malgré l'âge de sa flotte, elle avait un dossier de sécurité exceptionnel qui remontait à près de 90 ans. Le dossier de Chalks était sans tache. La compagnie ne comptait aucune victime au cours de ses nombreuses années d'opération. Chalks était une vieille compagnie, à la réputation bien établie. Mais selon moi, la compétence de la direction et la qualité du travail s'étaient dégradées depuis quelques années. What have you got on the financial state of this company? Les enquêteurs soupçonnent que la réputation de sécurité de la compagnie a souffert en raison de ses difficultés financières. Pour une petite compagnie aérienne, les problèmes d'argent ont des répercussions à plusieurs égards. Les mises à pied sont souvent les premières économies réalisées. Un examen de la situation financière de Chalks révèle des ennuis. Dans les années 80, la compagnie a changé plusieurs fois de main avant de déclarer faillite en 1999. La compagnie aérienne a repris vie grâce à un homme d'affaires de Miami, mais elle ne cessait de perdre de l'argent. À peine quelques mois avant l'écrasement, une dernière tentative pour vendre la compagnie a échoué. Not doing so well. Ce n'était un secret pour personne qu'on avait des ennuis financiers. Les pilotes ont subi des réductions de salaire et les commandants de bord ont fait des concessions. Il y a eu beaucoup de mises à pied. Mais il n'y a pas que le personnel qui a été touché par les compressions budgétaires. Chalks avait du mal à se procurer des pièces de rechange et à faire les réparations nécessaires. La compagnie possédait de nombreux avions qui n'étaient pas en état de voler, mais dont les pièces pouvaient encore servir. Sa mauvaise santé financière et le manque de pièces de rechange ont eu un effet direct sur la sécurité de la compagnie aérienne. Il y a une telle quantité de règlements à respecter et de mesures à prendre pour faire voler un avion qu'il est difficile de bâcler l'entretien sans avoir des conséquences sur la fiabilité. Et si on perd la fiabilité, tout le reste fout le camp. Mais peu importe ses problèmes financiers, Chalks était une compagnie d'aviation commerciale et elle aurait dû être étroitement surveillée par l'autorité fédérale responsable de l'aviation civile. En fait, la FAA a affecté un inspecteur chez Chalks. L'inspecteur de la FAA, qui porte le titre d'inspecteur principal de la maintenance, était responsable de la surveillance du programme de maintenance de Chalks. L'inspecteur était conscient des problèmes récurrents de fuite de carburant de l'avion. Mais étrangement, il a accordé à la compagnie une note parfaite 2 mois avant l'écrasement. What was this guy doing? Les enquêteurs sont perplexes. Ils se demandent pourquoi l'inspecteur de la FAA n'a pas su détecter les avertissements envoyés par l'hydravion de Chalks.
Chalk était un vieux transporteur de renom. Ils se sont peut-être dit, il n'y a que 2 ou 3 avions. C'est une petite compagnie. Ils volent seulement par beau temps. Les gars savent ce qu'ils font. En fait, la FAA n'a pas pris le temps de regarder la forêt derrière les arbres et d'examiner en profondeur le programme de maintenance des appareils de Chalks. La FAA n'a peut-être rien trouvé à redire sur Chalks, mais plusieurs personnes ayant des liens étroits avec la compagnie n'étaient pas du même avis. On a interrogé des pilotes qui avaient démissionné de chez Chalks avant l'accident, et chacun d'entre eux avait quelque chose à nous raconter au sujet de la maintenance des avions. Les pilotes étaient si préoccupés qu'au cours de l'année précédant l'écrasement, plusieurs se sont rencontrés pour discuter du problème. Les commandants de bord de la compagnie ont décidé qu'il valait mieux se rencontrer en groupe pour discuter des problèmes et pour tenter de trouver des solutions. Un des problèmes les plus importants est survenu quand un câble de commande de profondeur s'est rompu en vol. Heureusement, l'équipage a réussi à faire atterrir l'avion grâce à l'alimentation de secours, à différents réglages et en déplaçant des passagers. Mais ça aurait très bien pu tourner à la catastrophe. Je me suis dit que s'il continuait sur cette lancée, quelque chose de grave allait se passer. Le commandant Weber a finalement décidé qu'il en avait assez. J'ai décidé de quitter Chalks parce que j'avais été témoin d'un trop grand nombre d'incidents au cours des derniers mois. Trop de problèmes mécaniques qui me paraissaient graves. J'avais moi-même connu 3 pannes moteurs cette année-là. Et ma femme était enceinte. Je ne faisais plus confiance à la compagnie et à ses avions. J'en avais vu assez. Le rapport du NTSB sur l'écrasement du vol 101 critique sévèrement la FAA, qui n'a pas su détecter les problèmes de maintenance de Chalks, de même que ses ennuis financiers. Si les responsables de la maintenance ou les inspecteurs de la FAA avaient été alertes et avaient dit « Attention, ces avions ont besoin de réparations plus importantes », cet accident ne se serait probablement jamais produit. Le rapport lève également le voile sur une grave lacune dans la réglementation de la FAA au sujet des vieux avions. Elle exigeait des inspections supplémentaires pour les appareils plus anciens, mais cette règle ne s'appliquait pas aux Mallard. La fabrication du Grumman Mallard remonte à 1947 et sa capacité se limitait à 17 passagers. Il ne faisait donc pas partie de la catégorie des avions de transport. Par conséquent, il n'était pas soumis à cette inspection supplémentaire. La FAA a imposé une règle de sécurité concernant les vieux avions, mais les plus vieux de la flotte en étaient dispensés. Le NTSB recommande que la FAA surveille plus étroitement les vieux avions. Selon moi, cet accident a servi de leçon à l'industrie et à la FAA, en leur montrant qu'elle devait toujours regarder le portrait d'ensemble des opérations d'un transporteur aérien. Chalks Ocean Airways a sombré avec l'écrasement du vol 101. Quelques mois après la publication du rapport d'enquête, la compagnie aérienne a cessé ses activités. C'est toute une communauté qui a été ébranlée par la mort des passagers et des employés de la compagnie. Pour tous ceux qui y avaient déjà travaillé et pour tous les passionnés de l'aviation, c'était doublement émouvant de voir la compagnie disparaître en même temps que l'avion.